Peuple de YouTube, bonjour. Il s'est produit quelque chose d'étonnant. Nous étions en pleine séquence de perles quand soudain, nous tombons sur une vidéo du Huffington Post, un reportage dans lequel une journaliste est allée interroger les députés pour savoir ce qu'ils pensaient du Dry January. Et ça a engagé une discussion tout à fait intéressante, non seulement sur le Dry January, la buvette de l'Assemblée nationale, mais plus généralement la question de la relation des politiques à l'alcool et du poids du lobby alcoolier dans les décisions des responsables politiques et du gouvernement. C'est un sujet qui est essentiel, important, dont on parle de plus en plus en ce moment, notamment autour de la question de la buvette de l'Assemblée nationale. En février 2023, le bureau de l'Assemblée nationale, l'instance qui organise le fonctionnement de l'institution, s'était penché sur la consommation d'alcool à la buvette, alors que les députés s'affrontaient sur la réforme des retraites, de jour comme de nuit. Aucune décision n'avait alors été prise. On s'est dit que c'était un enjeu politique suffisamment controversé et important pour vous faire une petite vidéo, vous retranscrire l'essentiel de cette discussion. On espère que ça vous intéressera. Merci au Huffington Post d'avoir été recueillir ces prises de parole qui sont tout à fait intéressantes et pour certaines révélatrices de ce que pensent les politiques sur cet enjeu. On espère que ça ne vous dérangera pas trop que nous ayons utilisé votre propre vidéo. Et moi je vous laisse immédiatement avec cette discussion. Je suis intéressé premier degré de voir ce que les gens répondent. Une journaliste du HuffPost est venue à l'Assemblée nationale pour poser cette question que vous voyez là à l'écran aux différents députés. Est-ce que vous faites le Dry January? Cette pratique qui consiste à s'abstenir de boire de l'alcool pendant le mois de janvier. Le sens du Dry January, c'est participer à promouvoir un discours sur l'alcool qui soit autre chose qu'un discours de consommation et de banalisation. C'est aussi une manière d'appeler les uns et les autres peut-être à épargner un peu leur foi après quelques semaines généralement d'excès, bien sûr, la période des fêtes. Tout le discours, toute l'idée du Dry January, c'est aussi, au fond, une invitation à chacun et chacune de regarder en face sa propre consommation d'alcool en se posant la question, est-ce que je suis capable, oui ou non, d'arrêter de boire de l'alcool pendant un mois? Ça peut aussi être une invitation à réfléchir justement sur sa consommation, sur les incitations dans lesquelles on est plongé, liées à sa vie sociale, à sa vie professionnelle. Bon, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a un vrai problème en France avec l'alcool, avec le discours autour de l'alcool et avec le poids du lobby alcoolier. Il y a un vrai travail à faire en termes de santé publique, face à un lobby alcoolier dont on voit qu'il a un poids sur le pouvoir politique qui est inouï. Souvenez-vous, on avait vu à l'époque comment est-ce que le lobby alcoolier avait réussi à faire débrancher une campagne de prévention de l'alcoolisme qui a été élaborée par le ministère de la Santé et que le lobby alcoolier avait fait débrancher en passant directement par la présidence de la République. Et c'était fou, et ça c'est scandaleux, quoi. La recherche a montré de manière définitive que l'alcool, c'était nocif pour l'être humain dès la première goutte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte d'alcool qui soit anodine pour le corps humain. Après, bon, si tu bois un verre d'alcool, c'est pas ça qui va t'envoyer dans la tombe, mais par contre, c'est intrinsèquement mauvais. C'est-à-dire que tu seras toujours en meilleure santé en buvant un verre d'alcool de moins, que ce soit le 55e ou le premier, quoi. Et c'est ce discours que cherche à faire taire le plus possible le lobby de l'alcool. La position du lobby alcoolier, c'est de dire l'alcool devient dangereux quand la consommation d'alcool n'est pas modérée. Mais avec modération, ça ne pose aucun problème, nous dit le lobby alcoolier. On nous l'a assez répété que lorsque l'on boit raisonnablement de l'alcool, il n'y a aucun problème pour la santé. Donc moi, c'est un sujet que je trouve très important et sur lequel je trouve qu'en France, on a un discours public qui ne va pas du tout, quoi. Et donc moi, le Dry January, je trouve que c'est plutôt une très bonne initiative. On sait qu'il y a un vrai problème de consommation d'alcool à l'Assemblée nationale. On sait qu'il y a un vrai problème de députés qui, notamment sur les séances de nuit qui durent très longtemps, qui finissent complètement ivres dans l'hémicycle, dont parfois ça se voit dans les prises de parole. Et il y a eu plusieurs voix qui plaidaient pour interdire la consommation d'alcool à l'Assemblée nationale comme sur tous les lieux de travail. Les dépenses d'alcool sont éligibles à ce qu'on appelle les dépenses de frais de mandat, donc en fait ils sont considérés comme des frais professionnels, ce que je trouve assez problématique. Et un deuxième sujet qui est le fait que de l'alcool soit directement distribué dans l'enceinte du Palais Bourbon, qui est un lieu de travail. Voix qui se sont fait quand même sérieusement rabrouer, notamment jusque par Gérard Larcher, qui disait circulaire, il n'y a rien à voir. J'en ai assez de ces prohibitions, de ces interdictions. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est une bonne idée d'être allé poser la question du Dry January aux députés. Je suis impatient premier degré de savoir ce que vont répondre les élus. Est-ce que vous faites le Dry January? Écoutez, non. 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 Oui, je le fais chaque année. C'est marrant, quoi. Sandrine Rousseau qui, ici comme souvent, dénote. En l'occurrence, plutôt pour le meilleur. C'est bien qu'elle le dise. C'est tout à fait à son honneur. Il y a quelques semaines, un rapport parlementaire a prôné l'interdiction de la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée. Une idée du député écologiste Emmanuel Duplessis qui a fait grincer des dents chez certains élus. Est-ce que vous faites le Dry January en janvier? Non. Pourquoi pas?
parce que je bois peu et que ça changera pas grand-chose. Je bois peu, ça changera pas grand-chose. Ouais. C'est compliqué parce que j'ai pas de sympathie particulière pour Denis Masseglia, mais faut pas non plus jeter l'opprobre. C'est-à-dire qu'il a aussi le droit de continuer à consommer de l'alcool en janvier. Enfin, il n'y a pas une obligation de faire le dry January. Le dry January, c'est une manière de savoir si vous comptez chaque jour en se disant plus que 18, plus que 17, plus que 16, ou si ça passe tranquille. Et si ça passe tranquille, c'est que vous n'êtes pas dépendant. Est-ce que vous pensez que l'État devrait soutenir une opération comme celle-là ? Oui, alors après, il faut changer son nom. Moi, j'aime pas les anglicismes, donc on pourrait dire janvier sec ou janvier sans alcool. Mais Janvier sec, c'est un peu bizarre. et je pense que c'est une bonne idée. C'est pas à l'État d'expliquer à nos concitoyens s'ils doivent consommer ou pas consommer. Ouais, ok, Charles de Courson. Du coup, la santé publique, on oublie ? Par ailleurs, Charles de Courson, expert des questions financières, qui ne cesse d'appeler l'État à plus de responsabilités financières, à contrôler ses dépenses, à contrôler les déficits. Moi, il me semble que derrière les ravages de l'alcool, c'est aussi payé par la Sécu, quoi. C'est peut-être justement aussi à l'État d'inciter ses habitants à un peu moins consommer, dans une perspective notamment de santé publique aussi, parce que c'est un poids tout à fait considérable sur l'hôpital qu'il faut payer, bien sûr, qu'il faut payer. C'est tout à fait normal de mettre les moyens pour les personnes qui sont alcoolodépendantes ou qui sont malades du fait de leur consommation. Par contre, le fait de dire que l'État n'a rien à voir là-dedans, ben si, quand même, peut-être un peu, non ? Charles de Courson, pas de discours là-dessus, ça vous concerne pas ? Très bien, circulaire, rien à voir. C'est une méthode qui devrait être soutenue par l'État. La question c'est, est-ce que le mois de janvier est peut-être le bon mois ou pas, parce que c'est retour de vacances, donc souvent les gens retrouvent des amis qu'ils n'ont pas vus pendant longtemps. Oula, Antoine Léaumont, oula, est-ce qu'il faut que ce soit en janvier, parce qu'en janvier on retrouve ses amis ? Déjà, on pourrait arguer que justement, c'est une bonne occasion de voir si on est capable de s'abstenir, y compris dans des situations qui se présentent en réalité tout le temps, où on retrouve un vieux copain, machin, là, on pourrait retourner l'argument, mais surtout tu peux dire qu'à un moment donné, on va pas tout changer. C'est-à-dire que Dry January, ça s'est imposé, alors si vous voulez le renommer en janvier sans alcool, pourquoi pas, pour éviter l'anglicisme, moi ça me dérange pas. Mais par contre, on va peut-être pas changer de mois, tu vois. Je comprends pas politiquement l'intérêt de venir poser une nuance ici. En plus, c'est tout à son honneur, lui il dit, bah oui, ça devrait être porté par l'État, c'est une bonne initiative et tout, donc il est aligné sur la position qui est aussi la mienne, mais je comprends pas l'intérêt d'amener une nuance ou un amendement en l'occurrence, quoi. C'est-à-dire que quand quelque chose commence à s'imposer dans la culture populaire, ben autant faire ce qu'on appelle du syncrétisme, c'est-à-dire autant faire avec ce qui existe déjà sans avoir à tout changer. Récemment, il y a un rapport parlementaire qui promeut l'interdiction de la vente d'alcool à l'Assemblée et au Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que l'Assemblée, c'est un lieu de travail. Est-ce qu'on doit pouvoir consommer sur le lieu de travail ou à l'extérieur ? C'est une question légitime qui peut être posée. Et qui s'appelle Orio, beauté en touche. Est-ce que la buvette est un lieu de travail ? Le lieu de travail, c'est dans l'hémicycle. La buvette, elle est quand même pas très loin de l'hémicycle. On peut aller aussi au bar en face, Ouah, Charles de Courson. Ouais, il a peut-être quelques agriculteurs dans sa circonscription, quoi. Peut-être quelques exploitations viticoles. Madame la ministre, l'appellation d'origine contrôlée Champagne constitue un élément clé de notre patrimoine national viticole et un moteur économique essentiel pour nos territoires. Ils peuvent aussi aller au bar en face, justement, quoi. C'est-à-dire que si déjà t'es obligé de sortir de l'Assemblée, traverser la rue, aller te poser au bar, etc., ça met peut-être justement une série de contraintes et de limitations qui peuvent limiter, précisément, la consommation à l'Assemblée nationale, à la buvette et l'état d'ébriété dans l'hémicycle, quoi. Ça arrangerait pas si demain on interdisait la vente d'alcool à l'Assemblée ? Bon, il y a alcool et alcool. Aïe. Et voilà, quand tu creuses un peu, la take catastrophique, elle arrive. Il y a alcool et alcool. Est-ce qu'il faut interdire le vin ? Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, le lobby viticole, bien sûr. Parce que non, il n'y a pas alcool et alcool. Ça, c'est vraiment la vieille légende française, comme quoi la bière, c'est pas bien parce que les jeunes en boivent. L'alcool fort, c'est pas bien parce que c'est fort, alors que le vin, c'est un art de vivre. Moi, ce que j'aime beaucoup le Bordeaux. Bien sûr, il y a de magnifiques choses qui se font chez les viticulteurs. Il y a des très beaux produits. C'est un vrai savoir-faire. C'est tout ça. Je jette pas la pierre du tout. Mais par contre, là, on retrouve vraiment la légende française selon laquelle le vin serait anodin et ne serait pas consommé par les jeunes et donc ne poserait pas de problème. Je ne crois pas que les jeunes s'alcoolisent avec du Châteauneuf du Pape. Alors que, on le répète, la science, elle est très claire. Le moindre verre d'alcool est de toute façon nocif pour la santé. Fût-il isolé, fût-il du vin, un corps humain sera toujours en meilleure santé avec un verre de moins qu'un verre de plus, fût-ce un verre de vin. Il faut interdire le vin à l'Assemblée, je ne crois pas non plus. Je pense qu'il faut respecter nos traditions aussi. Je n'ai aucun problème que dans un espace de travail où on attend des députés et des élus qui soient responsables, qu'on s'assure qu'ils soient en pleine capacité de leurs moyens. Ah, lui, il est plutôt pour, du coup, Denis Masseglia. Ok. Vous voulez interdire au Parlement et pas dans les bars ? Je trouve ça un peu...
Vraiment, il voit pas la diff, quoi. Pourquoi interdire au Parlement et pas dans les bars? Hein? Bon, après tout, Assemblée nationale, bar, vraiment, pour lui, c'est potato, quoi. Bizarre d'aller parler de la consommation de drogue dans l'hémicycle et de faire 100 mètres et de se retrouver avec une vente d'alcool légale juste à côté de l'hémicycle, qui par ailleurs a quelques effets parfois sur le débat parlementaire, notamment les soirs, hein, puisque certains le soir boivent, à mon avis, un peu trop. Tout à fait d'accord avec lui. Dans aucune autre entreprise, on a le droit de consommer de l'alcool. Dans aucune administration, on a le droit de consommer de l'alcool pendant les heures de travail. Alors là, c'est pas un vrai travail, c'est un mandat. Mais quand même, il faut qu'on montre l'exemple. Et donc ça, c'est vrai ou pas? Parce que là, ce que dit Sandrine Rousseau, qui dit dans aucun autre travail et dans aucune autre administration, on a le droit de consommer de l'alcool. Aucune boisson alcoolisée n'est autorisée sur le lieu de travail. Il existe cependant une exception pour les boissons suivantes lorsqu'elles sont prises à l'occasion des repas, ce qui n'est pas le cas ici, puisque c'est bien la buvette de l'Assemblée nationale, c'est pas la cantine de l'Assemblée nationale. Très intéressant ce que nous rappelle ici à juste titre Sandrine Rousseau, qui est qu'il y a bien un vrai deux poids deux mesures entre, d'une part, l'ensemble des administrations et plus généralement des lieux de travail en France où la consommation d'alcool est strictement interdite en dehors des heures de repas, et l'Assemblée nationale où tu as une buvette qui te sert de l'alcool 24 heures sur 24 sur ce qui n'est effectivement pas un lieu de travail, mais il n'empêche que c'est un mandat pour lequel les parlementaires sont rémunérés pour exercer une mission au service de leurs concitoyens, et il n'est absolument pas aberrant de considérer que même si ce n'est pas un travail, ils doivent sur ce lieu être soumis aux mêmes obligations que le reste des Françaises et des Français sur leur lieu de travail, puisque c'est quand même le lieu où ils passent l'essentiel de leur journée et où ils effectuent leurs fonctions politiques qui sont leur occupation principale. Alors, professionnelle non, mais occupation principale pour laquelle ils sont rémunérés. Même s'ils ne sont pas rémunérés, ils sont indemnisés, mais le parallèle, me semble-t-il, est quand même assez évident. Je viens d'apprendre qu'il existe une buvette à l'Assemblée. Mais en fait, la buvette de l'Assemblée nationale, c'est considéré en France par la science politique et même par l'histoire comme une institution. C'est une vraie institution au sein de la politique française. Et c'est une institution pourquoi? Parce que c'est un lieu de sociabilité en marge d'un lieu de conflit, l'hémicycle de l'Assemblée nationale. De nombreux paragraphes ont été écrits sur la buvette de l'Assemblée nationale, notamment pour souligner le rôle que ce lieu peut avoir à l'Assemblée nationale pour parfois faciliter les discussions, voire les négociations entre groupes parlementaires. Puisque justement, c'est l'endroit où tu quittes un lieu qui est un lieu traditionnel de conflit et d'affrontement, l'hémicycle, pour rentrer dans un lieu qui traditionnellement est un lieu de sociabilité et de familiarité, une buvette, où du coup, tout d'un coup, il arrive que parfois c'est quelque chose dont témoignent et ont témoigné de nombreux parlementaires, c'est quelque chose qui a été un peu étudié par la science politique. Il peut arriver que autour d'un verre de vin, on arrive à nouer un accord qu'il était impossible de trouver dans l'hémicycle autour de prises de parole publiques. C'est pour ces raisons aussi que vous entendez certains députés, notamment des vieux de la vieille, par exemple Charles de Courson, qui par ailleurs a peut-être aussi des intérêts électoralistes là-dedans, je ne sais pas, mais en tout cas c'est aussi pour cette raison que vous entendez des vieux de la vieille être réticents à l'idée de toucher à ce qu'est aujourd'hui la buvette de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat, parce que c'est un lieu qui est aussi une institution politique. Ça, c'est une réalité qui existe, qui est documentée, dont je vous fais part. Une fois qu'on a dit ça, vous pourriez tout à fait me répondre « Oui, mais il est possible d'avoir un lieu de sociabilité où on sociabilise sans alcool, on peut se retrouver pour discuter de manière familière autour non pas d'un verre de vin, mais d'un verre de limonade, ou d'un verre de soda, ou d'un verre de jus de fruits, ou de tout autre mets ou boisson qui permet simplement de se retrouver dans un cadre un peu plus tranquille et informel plutôt qu'à l'Assemblée nationale. » Et je serais d'accord avec vous. Aujourd'hui, je trouve que les voix qui s'élèvent pour recommander d'interdire la vente d'alcool à l'Assemblée nationale, comme il est aujourd'hui sur tous les lieux de travail, interdit d'en vendre en dehors du restaurant et des repas, ça me semble, moi, aller dans la bonne direction. Et puis, ce serait une épine supplémentaire dans le pied du lobby alcoolier, et notamment du lobby du vin, qui, je crois, a bien besoin de voir ses pouvoirs et son influence limités. Je précise quand même cela parce que quand on parle de la buvette de l'Assemblée nationale, il ne faut pas imaginer qu'on parle juste d'un lieu où tu viens consommer de l'alcool, qui n'aurait d'autre profondeur que cela. Ça reste une institution du Palais Bourbon, une institution de l'Assemblée, ça reste un lieu où se sont déjà noués des accords, des deals, des discussions qui ne pouvaient être trouvés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas trouver ces mêmes accords sans alcool, mais pour autant, c'est aussi pour vous apporter un contrepoint qui permet de comprendre peut-être la réticence d'une partie des parlementaires. Après, déjà, l'idée qu'il faille être ivre pour réussir à s'entendre, je suis pas sûr que ça donne une bonne image de la politique française. Et puis petit 2, le vrai problème, c'est que ça donne ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire des responsables politiques qui s'expriment dans l'hémicycle de l'Assemblée
sous l'emprise de l'alcool, alors même qu'ils sont des représentants et représentantes de la nation française, des Françaises et des Français, et que c'est la parole de la nation française qu'ils devraient porter, et que porter cette parole-là en étant soi-même ivre et plus tout à fait responsable de ce que l'on dit et en contrôle de ses moyens, ça me semble être aussi, y compris politiquement, éminemment problématique. Bon bah écoutez, c'était intéressant, on l'a pas traité ce sujet, il a popé à 1 ou 2 reprises, et c'est vrai qu'on n'avait jamais eu le temps, et c'est vrai que tu vois que certaines mentalités ont du mal à changer, quoi. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Bon, la première chose qu'on peut souligner déjà, c'est le paradoxe d'avoir des règles qui s'appliquent dans tous les lieux de travail en France et qui ne s'appliquent pas à l'Assemblée nationale. Alors certes, comme le souligne Sandrine Rousseau, ça n'est pas un travail, c'est un mandat, il n'est pas rémunéré, il est indemnisé, il n'en reste pas moins que les Françaises et les Français pourraient trouver ici une forme de 2 poids, 2 mesures qui ne peut que nous interroger au moment où la question des privilèges des responsables politiques est une question qui est posée, qui est, me semble-t-il, justement posée. Il y a ici ce qui est peut-être une question mineure, mais une question néanmoins. La deuxième chose qu'on voit, c'est combien est-ce que les représentations liées à l'alcool continuent d'être tenaces, combien est-ce que le vin notamment continue de jouir d'une forme de laisser-passer, comme si ça n'était pas un alcool comme les autres, il était différent, il était moins grave, moins problématique, et ce à rebours du résultat de toutes les études scientifiques, et ce à rebours de tout ce que nous disent aujourd'hui la science et les médecins. Et derrière, il y a sans doute le poids de la culture française, des traditions françaises, mais peut-être aussi le poids du lobby alcoolier dont on sait le rôle tout à fait majeur et délétère qu'il joue dans le fait de faire obstacle à certaines politiques de santé publique et de prévention de l'alcoolisme. Et je crois que ces questions que l'on posait aujourd'hui, à la fois le Dry January, mais aussi la question de la buvette de l'Assemblée nationale, pour mineures, annexes et accessoires qu'elles soient, je pense qu'elles constituent une porte d'entrée intéressante et une clé de lecture aussi de tous ces débats. Voilà, nous verrons bien comment tout cela va évoluer. À titre personnel, je ne serais absolument pas choqué que la buvette de l'Assemblée non pas disparaisse, parce qu'elle ne disparaîtra pas, mais en tout cas que l'alcool n'y soit plus vendu et que l'Assemblée nationale respecte la législation qui aujourd'hui s'impose à tous les lieux de travail. Ça me semblerait sans doute au contraire aller dans la bonne direction, et en tout cas j'ai l'impression que cette question commence à s'imposer. C'est bien sans doute de commencer à réfléchir à cela, c'est aussi d'ailleurs tout l'intérêt du Dry January. Voilà, une question importante, une question taboue encore trop souvent en France. Peut-être enfin est-il l'heure de se la poser sérieusement. Des bisous YouTube, à très vite pour une prochaine vidéo.